Culture Club, l'émission culturelle du GOP Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, nouvelle édition de Culture Club en compagnie de Sophie Boucheron qui dirige donc l'orchestre symphonique professionnel Coruscant. Bonjour Sophie, bonjour. Vous allez bien ? Merci de m'accueillir et d'accueillir l'orchestre du coup. Mais avec grand plaisir. Donc vous avez fondé cet orchestre. Donc il y a 20 ans. Pas tout à fait 20, mais on a commencé en 2010. En 2010, mais c'est vrai que l'équipe qui est là aujourd'hui, elle existe depuis 2014. D'accord. Donc ça fait quand même un petit moment. Mais pas encore 20 ans. Et donc vous avez un parcours, c'est quoi votre parcours Alors moi je suis chef professionnel, je suis chef de chœur, chef d'orchestre, mais ce que j'ai étudié comme instrument, moi c'est la voix. Donc, ce qui n'est pas courant forcément dans la direction, parce que j'étais chanteuse au départ, j'ai chanté de la comédie musicale. Ok, génial, donc vous êtes partie de cet univers, et aujourd'hui du coup vous dirigez l'orchestre, vous êtes chef d'orchestre, vous chantez plus. Si, je quand même. Ouais, c'est quelque chose, c'est difficile de s'en séparer. Donc, si, parce qu'il y a une version chanteur professionnel dans Coruscant. Il y a les instrumentistes pour l'orchestre, oui. Mais il y a aussi des chanteurs professionnels avec lesquels on fait aussi des programmes très variés. En ce moment, il y a un programme qui s'appelle Les Octonnaires de la vanité et inconstance du monde. Un truc dingue. Okay. Effectivement, donc on a aussi la vie propre des chanteurs. Ok, génial. Donc en 2010, vous avez créé la compagnie. Oui. Comment c'est né, comment cette histoire? Alors la compagnie en elle-même, elle a été créée en 1999, donc on est carrément au XXe siècle. Okay. Voilà, donc ça fait un petit moment pour le coup. L'idée, c'était de développer des activités autour de la voix au tout départ, et finalement de créer des ensembles. Donc j'ai créé des chœurs. Ces chœurs chantent des grandes œuvres qui nécessitent des instrumentistes, d'un orchestre. Donc j'ai créé l'orchestre. Et c'est vrai que depuis, on explore tout un tas de choses. Coruscant, c'est un vieux mot français qui veut dire brillant, étincelant, qu'on n'utilise plus, on disait cette lumière est coruscant. Et c'est vrai qu'on entend, il y a un petit jeu sur le son, parce qu'on entend chœur et on entend chant, mais il n'y a aucun des deux dans le mot, c'est vraiment un mot qui parle de lumière. Ok, génial. Donc vous avez voulu reprendre cette... Je trouvais ça poétique, oui. Et puis, parce que j'avais créé un autre ensemble qui s'appelait Boréal, donc qui parle aussi des lumières de l'hiver. Et c'est vrai que cet ensemble parcourt des choses. On fait des concerts avec des choses très classiques, mais on fait aussi des spectacles, parce que comme je chante, je dirige la partie classique et je chante la partie plus pop, Adele, Sting, des choses comme ça. Ok, oui, donc vous avez un répertoire assez varié. C'est la marque de fabrique de la compagnie et de l'orchestre, du coup, c'est de passer avec aisance du classique, très classique, à aussi des choses beaucoup plus pop, et aller même jusqu'à la musique contemporaine. Donc c'est bien de la musique d'aujourd'hui aussi, mais plutôt sur le versant classique. Et sur scène, comment vous traitez du coup ces différents styles Alors là, nos concerts qui arrivent en mars, 14 et 15 mars, là, ça s'appelle la messe votive de Zelenka. Zelenka, c'est un compositeur qui est très peu connu pour l'instant. Parce que, on l'appelle le Bach tchèque. Donc Bach, c'est une des références de la musique allemande, voilà. Là, tout le monde a son nom en tête, même si on ne connaît pas forcément très bien sa musique. Mais Zelenka, c'est la même époque, il y a des parallèles entre leurs musiques, mais on le connaît un peu moins, et pourtant c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Et messe votive, ça paraît un mot très complexe, mais en fait, ça veut simplement dire qu'elle est dédiée à une cause spécifique. C'est pas la messe de tous les jours, lui, il l'a écrite parce qu'il avait été très malade. Et à l'époque, tout le monde était très croyant, très pratiquant. Il a beaucoup prié et il a été exaucé. Il a survécu à sa maladie, ce qui, à son époque, est un exploit quand même. Et donc, il était vraiment heureux. Et ça se sent vraiment très nettement dans cette messe. Il y a une joie de vivre, vraiment quelque chose d'extrêmement péchu, de l'énergie à toutes les pages. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette œuvre-là. Donc l'orchestre a vraiment du travail, beaucoup de notes. Et on a invité le chœur Phronésis que j'ai également créé. Phronésis, c'est un mot, c'est un concept en fait d'Aristote qui parle de essayer de faire la bonne chose au bon moment.
Okay. Alors je trouve ça intéressant parce que déjà en musique c'est ce qu'on essaye de faire, mais dans un chœur, un ensemble, c'est encore plus vrai parce qu'on essaye d'être ensemble en fait. Et donc faire la bonne note mais pas au bon moment, c'est toujours pas la bonne note. Et donc c'est vrai que voilà, ce chœur s'appelle Phronesis, donc c'est un chœur amateur mais qui se donne beaucoup de travail et d'investissement, d'engagement dans ce qu'il fait pour servir cette musique qui est assez difficile à chanter au mieux, et surtout que le public en ressente vraiment l'énergie et pas la difficulté. Parce que ça, c'est toujours beaucoup de travail. On l'imagine assez bien avec le patinage artistique. Ils sourient, mais quand même, je pense qu'ils ont mal. Oui, c'est ça. Nous, on n'a pas mal, heureusement. Mais c'est vrai qu'on doit rendre ça vivant, léger, énergique, voilà, rapide, tout ce qu'on veut, mais on ne doit pas sentir la difficulté. Oui, bien sûr. Donc c'est du travail. Et justement, par rapport au public, est-ce que vous avez un public cible, un public assez large Alors, qui vient pas vous du tout de écouter public cible. Ouais. En fait, pour moi, justement, c'est pour ça que j'aime bien mélanger les musiques. Alors moi, je viens du gospel, de la comédie musicale, de la chanson, tout simplement, au tout départ. Et donc, qui est réputé être un répertoire plutôt populaire. On admet facilement que c'est adressé à tout le monde. Et comme j'ai fait des études de direction, et bien là, on rentre dans un répertoire qui est vraiment beaucoup plus... qui a l'air plus élitiste, comme s'il fallait des conditions pour écouter de la musique classique, ce que je ne crois pas du tout. Au contraire, je crois que c'est accessible à tout le monde. Et j'y mets vraiment... C'est très important pour moi. J'y ai pas accédé quand j'étais toute jeune. J'ai accédé petit à petit, j'ai appris. Et je me suis dit qu'il n'y a pas de raison que tous ceux qui ont envie ont le droit d'y accéder. Et donc, par exemple, je fais toujours une visite guidée de l'œuvre qu'on chante. Parce que... Dans quel sens ? Alors, par exemple, notre messe, là, dure un peu plus d'1 heure. Oui. Donc, 1 heure de musique qu'on ne connaît pas du tout. Ça a été prouvé dans plein d'études très sérieuses, avec des IRM, tout ça, que même un musicien très bien formé, à la première écoute, il ne va pas tout entendre, il ne va pas tout comprendre non plus. Parce que la musique classique, les compositeurs, quand même, se donnent vraiment beaucoup de mal pour que leur musique ait un sens. Et donc, si on ne le comprend pas, si on n'a pas quelques clés, et aussi quelques repères, même si on n'a jamais écouté l'œuvre avant, dans notre visite guidée, on fait écouter un certain nombre de choses. Les gens, après, en écoutant l'œuvre, se disent « Ah oui, elle en a parlé tout à l'heure, ça je me souviens ». Donc je ne donne pas 15 clés, ce serait beaucoup trop, mais 4, 5, histoire d'avoir des points de repère dans l'écoute et de pas être complètement face à une sorte de mur. Et je pense que les gens apprécient ça. Et puis, c'est déjà un petit moment de partage, en fait, d'humour, de se détendre. Et c'est la musique classique. Alors, je dis par exemple aux gens, ça fait partie des critères un peu snob de la musique classique. Vous n'avez pas le droit d'applaudir entre les morceaux, etc. Ça fait un peu peur. Alors, je leur dis, c'est vrai que le compositeur, il a quand même pensé un parcours. Par exemple, il va vous exalter un petit peu. Vous aurez envie d'applaudir. Et puis derrière, il va mettre quelque chose de plus doux, etc. Alors, si vous le pouvez, vous n'applaudissez pas. Si vous ne pouvez pas vous en empêcher, on ne vous en voudra pas. Oui. C'est vrai que c'est toujours stressant dans la musique classique, surtout quand on ne vient pas de ce milieu, quand on en est éloigné. Il y a certains codes très élitistes, oui, tout à fait. Qui peuvent le paraître. En fait, c'est vrai qu'il y a une raison artistique. Parce qu'en fait, c'est tout un parcours, un peu comme si on suivait une exposition et on l'a fait en entier parce que celui qui a pensé cette exposition, il a pensé... parfois, c'est chronologique, mais parfois, ça peut être par rapport aux couleurs, ça peut être parfois par rapport aux influences différentes, etc. de l'artiste. Et en musique, c'est vrai aussi. C'est-à-dire vraiment, souvent, un morceau peut finir de façon incroyable. On a envie de taper dans ses mains. C'est naturel, en fait. Mais le compositeur, il fait exprès, il utilise cette énergie et puis il va nous emmener ailleurs. Donc parfois, quand on applaudit, on casse un petit peu ce... Donc c'est pas grave, parce que des fois, l'enthousiasme, c'est super. Il y a aussi parfois des petites difficultés techniques qui ne sont pas évidentes pour le public, c'est que parfois, on doit enchaîner. C'est-à-dire qu'il y a un silence, mais il ne faut pas perdre sa note. Donc ça joue quand même un petit peu. Donc voilà, j'explique ça aux gens, mais c'est pas grave non plus, quoi. C'est quand même chouette d'entendre l'enthousiasme. Bien sûr. C'est vrai que c'est bien d'expliquer. Ça rend ce milieu moins fermé, et puis simplement les gens comprennent. C'est ça, pourquoi simplement. C'est pas du snobisme, en fait. Exactement, c'est pas juste une question de code, il y a une raison artistique de cette balade sonore, on va dire. Voilà, c'est ça, tout à fait. Non, très, très, très intéressant. Et oui, donc
Pardon, vous mélangez donc le classique. Là, ce que vous allez jouer, c'est une œuvre plutôt baroque. Oui, c'est ça, c'est la musique baroque. Ça, c'est purement classique. Ouais. On vient de faire à Noël des concerts où on a chanté Imagine Dragons et Mozart dans le même. Voilà, les concerts de Noël, par exemple, sont plus propices à ce genre de moment. Ouais. Là, on peut rien rajouter à cette messe parce qu'elle se suffit à elle-même. Mais c'est vrai qu'il y a des concerts qui s'y prêtent plus. Et alors là, moi, j'appelle plutôt ça un spectacle parce qu'on essaye plutôt d'emmener les gens dans une rêverie poétique qui nous permet de passer d'un style à l'autre, et y compris avec des choses que les gens connaissent très très bien, voilà, qu'ils ont écouté à la radio, mais aussi des choses qu'ils peuvent découvrir, des compositeurs parfois, des compositrices aussi. Oui. Voilà. On joue par exemple des œuvres de Louise Farinck, qui est une compositrice du 19e siècle, elle était prof au CNSM à l'époque, c'est-à-dire au Conservatoire National Supérieur, qui dit déjà bien tout à fait son nom. Et ça nous fait plaisir de faire découvrir ces musiques, le son lui-même, la personne qui est le créateur qui est caché derrière, et c'est toute une découverte, quoi. Carrément. Donc votre orchestre, donc il y a l'orchestre, il y a les chœurs aussi. Vous jouez forcément ensemble, ou c'est uniquement des fois l'orchestre? Non, pas du tout. Chacun a sa vie propre. Oui, voilà. Là, en l'occurrence, on se retrouve parce que on appelle ça l'oratorio. Alors ça aussi, c'est un gros mot qui impressionne. Ça veut simplement dire que c'est une œuvre de musique sacrée. D'accord. Et c'est vrai que la musique sacrée, c'est 80% du répertoire historique, puisque ça existe depuis vraiment très 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 longtemps, et que ça permet au chœur d'avoir des répertoires sans fin. C'est incroyable le nombre d'œuvres qui existent, et qui implique effectivement un orchestre aussi, quelque chose en fait qui a une dimension importante. Après, on peut chanter a cappella, on peut jouer sans chanteur évidemment, on peut jouer avec aussi des chanteurs solistes, ce qui est le cas dans la messe de Zelenka. Il y a 3 solistes, une soprano, donc une voix vraiment très aiguë, une voix beaucoup plus grave de femme, donc une mezzo, une alto, et aussi une voix moyenne d'homme, on appelle ça un baryton, c'est-à-dire c'est une voix très très grave, ni une voix très aiguë, c'est la voix moyenne des hommes, et ça s'appelle baryton. Ok, très bien. Donc vous jouez à l'église Saint-Éloi de Reuilly. C'est ça. C'est ça, donc le 14 et 15 mars. C'est ça. 14 mars, c'est le soir, c'est un samedi soir. Ok. Et 15 mars, c'est dans l'après-midi à 15h30. Dans l'après-midi, voilà. Si jamais il faisait pas très beau, c'est une bonne occasion d'un bel après-midi. Et si jamais il fait beau, c'est bien quand même. C'est bien quand même. C'est très beau, en fait. L'église, elle s'éclaire tout à fait avec la lumière. Oui, c'est vrai. Et il y a des œuvres contemporaines d'un créateur, je crois, asiatique. Je ne sais plus si c'est chinois ou je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est très très beau. C'est très simple, très léger, avec des couleurs. C'est une église très très moderne, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans cette église qui est très intéressant. Ok, génial. On mettra de toute façon toutes les informations en description. C'est gentil. Pour que nos auditeurs puissent aller vous voir, évidemment. Est-ce que vous avez des souvenirs, un moment clé dans l'aventure avec l'orchestre, quelque chose qui vous a marqué, un concert C'est toujours des moments tellement particuliers. Alors, c'est vrai que moi, je dirige pas l'Orchestre de Paris et la Philharmonie de Paris. Donc, c'est pas, on se voit pas tous les jours. On n'est pas dans un travail répétitif du tout. On se voit toujours pour des choses nouvelles, ou en tout cas, même si là, on connaît l'œuvre, c'est quand même on a changé, il s'est passé un an, etc. Et c'est toujours des moments précieux à partager avec les musiciens, parce que personnellement, j'ai beaucoup d'admiration pour les musiciens. On se rend pas compte, mais pour jouer du violon ou de la flûte ou du hautbois, comme ils en jouent, c'est énormément de travail. En général, on a consacré une grande partie de son enfance et de son adolescence à ça. Et ça nous permet d'arriver à un niveau instrumental tout à fait professionnel. Mais ensuite, jouer dans un orchestre, c'est encore un autre métier. C'est une chose de savoir jouer d'un instrument, c'est encore une autre chose de jouer ensemble avec la direction d'un chef qui veut quelque chose. En même temps, il faut s'écouter, etc. Et donc, c'est vraiment que des gens passionnés par ce qu'ils font, qui adorent leur instrument, qui adorent la musique, qui sont souvent extrêmement savants. Et on passe des moments qui sont tout à fait hors du commun, extraordinaires, parce que moi, ça me fait toujours plaisir de les retrouver, et je crois qu'eux aussi. Donc c'est quelque chose de particulier. Alors après, si en plus on nous délocalise, c'est-à-dire on se retrouve à un concert un petit peu loin ou des choses comme ça, donc ça ressemble un peu à une petite colonie de vacances.
avec du travail. Bon, il y a des moments très, très joyeux et de partager des choses sur un plan humain qui sont, pour moi, ce qui me passionne aussi, qui nourrissent, je crois, la musique, qui nourrissent ce qu'on fait ensemble. On n'est pas du tout des pièces rapportées qui se mettent là et qui font du mieux qu'ils peuvent leur travail. Au contraire, chacun cherche à dépasser ses limites, à être au maximum et à servir toujours la musique. Je pense que c'est ça qui nous réunit aussi, c'est qu'on a tous énormément de respect, d'admiration pour les compositeurs, les œuvres. Donc on a envie de donner tout ce qu'on peut, autant de précision que possible, autant de sentiments, d'émotions humaines à l'intérieur de cette technicité, que ce soit nourri. Et donc on a vraiment envie de partager ça avec le public, donc que ce soit le mieux possible. Et donc ça réunit, c'est quand même pas tous les jours, tous autant qu'on est, on a des choses à faire qu'on fait parce qu'on doit les faire et c'est normal, c'est la vie. Mais être prêt à donner 200%, 500% de ce qu'on est, c'est autre chose. Et c'est ça qui nous réunit et c'est ça que je crois qu'on aime tous faire. Et du coup, c'est une équipe fixe depuis 2014, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, fixe, ça dépend des œuvres. Par exemple, là, dans cette œuvre-là, il n'y a que 2 hautbois dans les vents. Sinon, ce sont que des instruments à cordes. Et il n'y a pas de percussion. Il y a un orgue. Mais donc, dans certains, on a joué le Requiem de Brahms l'année dernière. Bah, alors là, il faut rajouter les trombones, les trompettes et les percussions. Voilà, ça dépend. Et puis, ça dépend aussi de la disponibilité des gens. Mais disons que, en général, c'est quasiment toujours les mêmes. Et pour moi, c'est très important. On a un lien qui nous permet d'aller toujours un peu plus loin dans la confiance qu'on a les uns dans les autres. Parce que c'est un côté, les instrumentistes, par exemple, ils font ça à plein temps ou... Oui, mais ils font ça dans différents ensembles, différentes conditions. Il y en a beaucoup qui enseignent aussi. Tout le monde a une activité extrêmement variée, multiple, qui est la marque en général de la vie d'un musicien. C'est vrai que des artistes, de façon générale, c'est vrai que les musiciens, ça doit... Ça court un peu. Génial. Oui, du coup, vous voyagez quand même un peu en France pour faire des concerts. Alors, ça nous est arrivé, très souvent. Après, en ce moment, c'est vrai que la culture, ça n'a pas forcément des budgets extensibles. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'aller à la rencontre des gens partout en France. On a donné des concerts en Savoie, en Bretagne, dans le sud de la France, dans le centre de la France, partout. Moi, j'aime vraiment bien ça. Alors, c'est vrai que là, nous, on est entre guillemets originaire du 12e, parce que ma compagnie, qui s'appelle Filia Production, elle est domiciliée rue de Charenton, donc on est dans le 12e. Et c'est vrai que ça me fait plaisir aussi d'être sur place et de créer une relation sur plus long terme avec les gens qui habitent ici. C'est vrai que l'église de Reuilly, elle est assez centrale dans le 12e. On a finalement des gens qui habitent juste à côté, qui habitent au métro suivant, qui habitent à Fédère. Allez, soyons fous, allons jusqu'au 11e. Et c'est plaisant aussi que les gens se disent tiens, oui, c'est vrai que grâce à eux, j'ai découvert telle ou telle œuvre. Je vais oser aller découvrir celle-là parce que il y a des chances que ce soit détendu et que ce soit quelque chose qui fasse un effet incroyable. On a chanté Les Vêpres de Mozart il y a 2 mois. Je pense que beaucoup de gens les avaient jamais entendus. Ils se sont dit mais c'est incroyable l'énergie dans cette musique, quoi. Ça soulève. On se dirait, on attend le rock. Moi j'adore le rock, mais ça va nous soulever. Mais en fait Mozart aussi. C'est vrai que c'est d'une façon légèrement différente, mais quand même on a les poils qui se dressent sur les bras et ça prend à l'intérieur. Et c'est ça le but, quoi. La musique, ça nous transforme. On n'est pas tout à fait le même 1 heure après le début du concert. Et moi c'est ça qui me passionne. On n'est plus tout à fait les mêmes humains. On a vécu quelque chose ensemble. En plus, quand il y a 500 personnes dans l'église, 100 personnes sur le plateau, il s'est passé quelque chose qui nous a rendu un peu plus heureux, je crois. Au niveau de justement la communication vers le public, vous fonctionnez comment Je commence le concert avec ma petite visite guidée, donc en créant déjà une relation aussi, parce que le chef, on le voit toujours de dos. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je suis chanteuse, on me voit en général de face dans cette activité-là. Et donc, j'aime bien créer une relation personnelle avec le public, à la fois par rapport au contenu, de leur donner quelques clés, et aussi d'un point de vue humain. Vous allez me voir de dos, c'est l'activité qui veut ça, mais ça veut pas dire que je tiens pas compte de vous et que je vous oublie, pas du tout. Tout ce que je fais, moi je fais que bouger les bras, c'est pas moi qui joue, c'est pas moi qui chante, mais en fait tout est fait pour que ça revienne vers le public. Donc même si vous voyez pas mes yeux, je pense à vous quand même. C'est cette passerelle entre public et
et ensemble. C'est ça. Est-ce que vous avez un projet rêvé pour l'orchestre Ouais, de jouer encore plus souvent. Que j'ai encore plus, ouais. Et plus de choses, et rencontrer toujours plus de monde. C'est vrai que, en plus, il y a beaucoup de compétences au sein de l'orchestre, très très diverses, très variées, des propositions artistiques incroyables. Donc ça fait partie de mes projets de pouvoir donner accès à toutes ces propositions au public du 12e. Donc j'espère peut-être la saison prochaine, il y aura des propositions plus récurrentes qui s'adresseront à tout le monde, du jeune public jusqu'au symphonique comme là, de la comédie musicale, du gospel, plein de choses différentes qu'on fait déjà, mais je voudrais le faire un petit peu plus présent dans le quartier. Ok, super. Ouais, une composition, une musique que vous aimeriez beaucoup jouer Alors dans la musique classique, j'avoue qu'il y a encore des choses qui me font rêver, heureusement. Même sûr. celles qu'on a déjà jouées, j'avoue, j'adore les Évidemment. reprendre. On n'a jamais joué encore la Messe en Nuit de Mozart, qui est c'est sa dernière œuvre sacrée, et c'est vrai qu'il y a une ampleur incroyable, donc ça fait rêver. Et puis après, moi j'aime bien la mixité, j'aime bien justement ces moments où on peut passer de Mozart à Imagine Dragons, et c'est ça qui me plaît, et rencontrer justement les gens qui sont fans qui vont écouter chez eux Imagine Dragons, qui vont rencontrer ceux qui écoutent Mozart, et vice versa. Et les gens vont se dire waouh, mais ça c'est super, je connais pas. Quel que soit, voilà, j'aime bien. De casser les barrières entre la musique. Et après toutes ces années, qu'est-ce qui vous fait toujours autant vibrer ? Je crois que la musique, c'est vraiment là pour ça. Je crois que le chant, moi j'ai choisi ça parce que ça fait vibrer notre corps. Déjà. En fait, c'est parce qu'on fait vibrer notre corps que c'est intéressant à écouter. Voilà, c'est toutes ces ondes qui passent et qu'on ne peut pas définir et qui touchent pas tout le monde, personne n'est universel, mais quand on touche déjà une personne, on est déjà, je trouve, on a rempli son office d'artiste. Et effectivement, à la fois le côté transmission de la musique, que les gens ne pensent pas qu'il y ait des musiques qui ne sont pas faites pour eux, ça je pense vraiment que c'est pas vrai. Et d'un autre côté, les rencontres que ça crée, moi j'ai rencontré des musiciens, je suis vraiment très heureuse de les connaître. Le public peut venir parler aux musiciens, ou je les rencontre moi, et ils se rencontrent ensemble. Ah bah toi tiens, on s'est pas vu depuis je sais pas combien de temps. Je trouve ça sympa, c'est vraiment le mot lien social, il a été beaucoup galvaudé, mais je crois que les concerts c'est quand même aussi ça, c'est-à-dire on se rencontre pour des bonnes raisons, pour quelque chose qui nous transporte ensemble, et je trouve que c'est ça qui aujourd'hui c'est pas toujours facile de vivre ensemble, et dans les concerts en général on n'a pas de problème, hein. Et donc les gens ressortent avec de l'énergie positive et de quoi faire face à parfois des choses pas faciles de la vie, ou déjà tout simplement un peu grises. On est là pour ça, quoi. Donc ça continue à me faire vibrer, de m'apporter ma petite pierre à l'édifice pour que peut-être en tout cas la journée ou la soirée se soit éclairée. Ok, merci. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs? Pour les auditeurs, venez tous le 14 et 15 mars. On sera vraiment ravis de partager cette œuvre incroyable et ce compositeur que peut-être vous ne connaissez pas avec vous, parce que nous, ça nous passionne et ça nous rend heureux. Donc on aimerait bien partager ça. Super. Merci beaucoup Sophie d'être venue chez UGOP Radio pour nous parler de l'orchestre Coruscant. Merci de m'avoir accueilli. Mais c'était avec grand plaisir. Donc vous les retrouverez le 14 et 15 mars à l'église Saint-Éloi de Reuilly pour la messe votive de Zelenka. C'est ça. C'est ça. Donc toutes les informations seront en barre de description, ou si vous avez des réseaux sociaux également. Ouais, et je peux dire qu'en ce moment, pendant encore 3 semaines, on a un tarif Early Bird. Okay. Donc pour les gens qui sont en avance, ils ont une réduction, donc ils peuvent en profiter. Bon trop bien, on en mettra tout ça. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine, merci à la régie et au revoir. Culture Club, l'émission culturelle du GOP Radio.